Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Solarberg, merci d'avoir répondu présent à l'invitation que je t'ai faite. Donc on a réussi à se caler un moment, alors c'est pas lors du mercredi soir, traditionnellement c'est le mercredi soir, ma petite émission, là vu la concordance de nos plannings, c'est un mardi soir. Merci à toi, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et bienvenue à tous qui allez pouvoir poser toutes vos questions à Solarberg. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission pour ceux qui ne connaissent pas. On parle d'un sujet, on parle d'une personne, on parle de plein de choses différentes. Ce soir, on va parler technique de course avec Solarberg, qui est un spécialiste de la technique de course et qui a écrit le livre Courir léger, Light Fit Running. Donc, c'est sa méthode, Light Fit Running. Et on va pouvoir parler de tous ces sujets-là ce soir. Donc, merci Solarberg d'avoir répondu présent à cette invitation. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci François. On devait le faire depuis plusieurs semaines et puis ça s'est reporté. Donc maintenant, c'est bon, c'est retrouvé. Très bien. Alors, tout à fait. Alors déjà, j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que tu en es venu à te spécialiser dans ce domaine et qu'est-ce qui t'a passionné et poussé dans ce domaine de la course à pied et notamment de la technique de course ? Alors l'histoire, en fait, c'est l'histoire du premier livre, du livre Courir léger. Moi, je m'intéressais à la technique depuis 4-5 ans. Voilà, je courais déjà. Je suis coureur depuis très 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 longtemps. Et puis c'était la mode un peu du minimalisme. Beaucoup de livres qui sortaient sur le minimalisme et sur la foulée de médio de pied. Et en fait, moi, j'avais constaté que les conseils qu'ils donnaient me semblaient pas très judicieux. Puisqu'en fait les conseils c'était réduisez la taille de votre foulée et donc en fait c'était pas pour moi la bonne solution, donc je me suis dit ça vaut la peine quand même d'essayer de mieux la foulée médio de pied. En fait en écrivant le livre je me suis rendu compte que quelle que soit la foulée il y a à peu près 80% des principes qui sont les mêmes, qui s'appliquent à tout le monde. Puis après, je sais pas, il y a une espèce d'engouement pour le livre par rapport au minimalisme, alors que le livre, il est pas fondamentalement minimaliste, c'est une de course. Mais c'est vrai que les gens ont choisi la mode minimalisme, ont bien aimé le livre parce que ça leur a donné pas mal de conseils. Et c'est un livre qui est quand même beaucoup plus large que ça et qui s'adresse presque à tous les coureurs, quoi, voilà. L'idée, c'est pas de dire à tout le monde de courir médio de pied, pas du tout. D'ailleurs, dans l'introduction du livre, je l'explique bien. Il n'y a pas de foulée idéale, il n'y a pas de jugement de valeur à donner. Mais c'est la foulée médio de pied a quand même pas mal d'avantages biomécaniques. Enfin, on va en reparler tout à l'heure quand j'analyserai la foulée. Voilà.
Donc voilà, Alors, donc j'y suis venu comme ça, comme un coureur passionné qui après s'est intéressé à la technique, de même que j'étais nageur passionné, je me suis intéressé à la technique en crawl. Et puis on veut toujours un peu écrire le livre qu'on n'a pas à disposition, donc chercher des livres sur la technique de course. J'en trouve, je me suis dit, bah écoute, fais le boulot toi-même, quoi. bah, c'est une bonne idée. Ça, c'est souvent un conseil qu'on entend. C'est fais ce que toi tu aimerais voir, écris ce que tu aimerais lire. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un bon conseil, ça. Et ça s'applique dans beaucoup de domaines, en fait. Même dans ce que je fais là, moi, j'aimerais bien avoir plus d'interviews comme ça. Donc, je le fais. Et qu'est-ce que C'est exactement la ça. course à pied? Voilà, la course à pied, c'est un sport où dans la grande idée des gens, c'est tu prends un t-shirt, un short et une paire de chaussures, tu vas courir et c'est tout. Voilà. Par contre, on voit qu'il y a énormément de gens qui se blessent en course à pied. Et toi, de ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'apprentissage de la course à pied et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui commencent la course à pied et pour les sensibiliser à apprendre à courir? Je crois qu'on a perdu Solarberg. Là, là, je n'entends plus. Alors là, je crois qu'on a une coupure dans. Est-ce que vous entendez? Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous entendez ou si ça vient de moi. Les aléas du direct. La joie, les bonheurs du direct. Tac. Alors, Solarberg, où es-tu? Assez de connaissances. Ah, ça y est. Mais je sais pas si ça a coupé, on m'a entendu, je sais Ouais, pas. ça a coupé, ouais. Ouais, ça a coupé. Bah, je redis, Ouais. non, Vas-y, ouais, j'ai pas entendu la réponse à ma question en fait. je la répète alors. Ouais. La réponse est simple, c'est l'histoire personnelle, mon histoire, mais l'histoire de tous les coureurs. C'est voilà, on s'achète des chaussures, on va avoir un bon magasin parce on veut des bonnes chaussures, et puis après on va courir et on s'imagine qu'en effet, bah, c'est instinctif, quoi, qu'il n'y a rien à apprendre. Et puis en fait, on va se blesser, on va faire des erreurs. Déjà, la première fois qu'on court, on n'arrive même pas à courir plus quoi, d'un kilomètre maximum. Après, on est essoufflé. Donc, en fait, il y a tout un apprentissage qui se fait de la foulée. Alors, il se fait de manière inconsciente, simplement par l'entraînement. Le simple fait de s'entraîner fait que tu apprends à courir. La première sortie que tu fais, tu t'es essoufflé, tu sais pas régler ta foulée est trop longue, etc. Et à force, tu vas apprendre. Et puis, tu vas te blesser, certainement, tu vas faire des erreurs, tu vas te poser des questions, tu vas pas savoir. Et puis, tu t'aperçois quand tu creuses un peu qu'en fait, qu'il y a quand même beaucoup de littérature scientifique sur le sujet et il y a des fondamentaux. Et puis, si tu regardes les coureurs élites, bah, tu vas voir quand même qu'ils font certaines choses d'une certaine manière qui est pas la même manière que celle des coureurs amateurs. Et puis, tu t'aperçois en fait qu'il y a vraiment des connaissances. Et puis il y a des choses à pas faire, il y a des contresens biomécaniques. Et c'est vrai que tout ça, bah, on ne le trouve pas vraiment facilement. Donc faut le chercher. Les gens curieux y arrivent par eux-mêmes. Mais c'est un vrai travail, quoi. Voilà. Donc je suis convaincu, enfin maintenant ça fait quand même plus de 5 ans que le livre est sorti. Et pour avoir échangé avec énormément de coureurs, il y a vraiment des clés, en fait, il faut apporter des clés aux coureurs, des clés techniques. Et ça leur permet d'évoluer. Alors, on reparlera peut-être des blessures, c'est jamais la garantie de pas de blessure. Il y a bien d'autres facteurs, notamment la quantification du stress mécanique qui sont liés aux blessures. Mais on peut pas quand même il y a un lien, quoi. Si tu as une foulée qui est trop bruyante, qui est trop freinatrice, qui a des contresens biomécaniques, les bras ne sont pas bien en phase avec les jambes. Enfin, il y a un certain nombre de problèmes comme ça qui, à terme, devraient poser problème. Enfin, on a tous parmi nous des coureurs de 40, 50 ans qui nous racontent que bah voilà, ils peuvent plus courir parce qu'ils ont trop mal au dos, ils ont une prothèse de hanche, ils ont mal aux genoux. Voilà, donc tu peux quand même te dire, bah, si tu as une foulée qui est plus légère, qui est plus douce, a priori, il y a toutes les chances quand même que tu cours un petit peu plus longtemps, quoi. Voilà.
Ça, c'est vrai que c'est un conseil qu'on donne assez souvent, c'est déjà rien que d'écouter ses pas, de savoir si tu fais beaucoup de bruit ou pas, et déjà de commencer par ça, essayer déjà de commencer par faire le moins de bruit possible, et dès que tu t'entends plus courir, ben là déjà tu as gagné quelques points, et il y a moins de chances que tu aies un impact qui soit lourd arrivé sur le sol. Donc ça, c'est vrai que c'est un conseil qu'on entend très souvent. Alors, pendant le stage, parce j'ai fait un stage avec Sorenberg. Sorenberg organise des stages. D'ailleurs, on pourra en reparler parce que tu as créé une école pour les coachs qui peuvent maintenant proposer tes stages. Et euh, pendant ce stage-là, moi, ce que j'ai Ouais. adoré, c'est qu'on avait de tout public différent. Il y avait podologues, il y avait des gens qui faisaient de l'ultra-trail, il y avait des gens qui étaient plutôt marathoniens, des gens qui faisaient plutôt de la piste rapide. Et c'était très très riche en fait tous ces échanges et ces milieux différents. Et moi, c'était un petit peu ma crainte quand je suis venu. Je t'en avais parlé d'ailleurs parce que est-ce que finalement la technique de course peut s'appliquer au trail parce que en trail on est tout le temps sur des appuis qui vont être différents avec des terrains accidentés. Et est-ce que finalement les techniques light fit running s'appliquent aussi au trail? Donc moi, je connais la réponse parce que tu me l'avais apporté le jour du stage, mais est-ce que tu pourrais l'apporter aussi aux auditeurs et spectateurs? Alors, il ne faut pas mélanger les deux. À la fois un livre, et dans le livre, c'est vraiment consacré à la foulée médio de pied. Alors, il y a 80% des fondamentaux de la foulée qu'on retrouve, quel que soit le type de foulée, mais le livre est vraiment médio de pied. Alors, les ateliers, ils sont quand même un petit peu plus larges que ça, même largement plus larges. Donc là, on s'adresse à un public qui est beaucoup plus large. Donc, il y a des gens qui viennent pour avoir une foulée médio de pied, mais pas forcément. Et il y a des gens qui viennent de la piste, qui viennent du trail. Et donc là, en fait, les conseils qu'on donne, et notamment avec tous les coachs qu'on a formés là, c'est beaucoup plus large en fait. Donc, tu as même je pense qu'à Chamonix, dans les Alpes, aux Alpes du Nord, on a un coach qui est, enfin, formateur qui pratique, qui fait du trail en montagne, etc. Donc ça va dépendre un petit peu du formateur. Il peut avoir des spécificités, mais bon, il y a toujours des fondamentaux. Si on rentre dans le sujet du trail en particulier, la fit running est basée beaucoup sur la notion de pull-in, c'est-à-dire le geste de la foulée en fait. Là, vraiment, la méthode un des 5 piliers de la méthode, c'est ça, c'est le geste. Il faut avoir un geste en course à pied qui n'est pas le geste de la marche. Et ce geste, en fait, tu vas le retrouver en grande partie entre elles dès que tu vas avoir du dénivelé. C'est un geste que tu fais quand tu montes. Donc là, il y a des transferts. On utilise le haut du corps, on insiste sur le haut du corps en LFR, les bras, donc là aussi, entre elles, ça compte. Dans les descentes également, technique en descente, on évoque ça. Alors c'est vrai que c'est plus de la descente avec des faibles pourcentages, quand on est dans les descentes avec des pourcentages plus importants, c'est un peu plus complexe. Mais là, il y a vraiment des écoles de trail, il y a des trailers qui sont spécialisés dans ça. Mais il y a quand même beaucoup de points communs. Voilà. Après, ça dépend aussi beaucoup de l'entraînement, de la distance. Sur très très longue distance, c'est vrai que la foulée, au bout d'un moment, forcément, elle se détériore. Il y a beaucoup de marches. Enfin voilà, donc il ne faut pas s'imaginer qu'on va avoir la foulée parfaite. D'un moment, c'est sauf qui peut. Hein. Voilà, c'est un peu sauf qui peut. Alors du coup, tu nous as préparé quelques petits slides pour illustrer un petit peu tes propos et puis que les personnes qui souhaitent déjà commencer par analyser leur propre foulée puissent le faire ouais. Et puis puissent regarder. Donc on va les diffuser et puis tu vas pouvoir nous en parler. Voilà. Tac. Alors tu m'as demandé d'intervenir parce que tu m'as envoyé une vidéo, la vidéo de ta foulée. Et donc, tu voulais qu'on l'analyse ensemble. Donc, c'est une vidéo qui est de profil. Et donc, on va la regarder tout à l'heure. Mais avant ça, je voulais un peu expliquer aux personnes qui veulent analyser leur foulée assez simplement sur quoi ils doivent se concentrer. Donc, il y a 5 critères, 5 facteurs très importants qu'il faut regarder dans la foulée. La première, c'est la cadence de pas. Une cadence trop basse va poser des problèmes. Donc, on conseille actuellement 170 minimum, de voir jusqu'à 190. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de nombre d'or, il n'y a pas un chiffre magique. Ce chiffre, il va dépendre de chaque coureur, il va dépendre de son physique souvent. Les gabarits plus grands ont une fréquence plus basse que les gabarits. Et ça dépend de la vitesse, bien sûr, on peut avoir une fréquence.
foulée, en montée, en descente, etc. On va pas avoir donc, je ne suis pas le seul à le conseiller. Pour ceux qui connaissent un peu le monde de la course, la clinique du coureur donne exactement les mêmes des recommandations similaires. Enfin, il y a beaucoup de kinés actuellement qui se focalisent là-dessus, sur la cadence, qui est un point très important. Pour la légère. Alors, nous, on n'insiste pas tellement sur la prévention des blessures, mais beaucoup plus sur la légèreté de la foulée. Donc, c'est très simple, un métronome. Tu cours avec une fréquence de foulée de 150. Et puis après, tu cours avec une cadence de foulée de 175, on va dire, et tu compares tes sensations. Et tu vas voir qu'immédiatement, ce n'est pas du tout le même monde. À partir de 170, tu utilises vraiment ta jambe de manière optimale, tu as le rebond. Et la course, c'est vraiment un système de rebond. Donc, tu es là pour rebondir, donc tu es là pour sauter. Et si tu as une cadence trop basse, tu n'en tires pas parti. Donc, la cadence est importante. Le deuxième point qu'on regarde en particulier, c'est la posture. Il faut avoir une posture qui soit bonne. Il faut une posture qui soit relâchée. Il ne faut pas être trop contracté. Et après, il y a des notions de verticalité et le du buste qu'on regarde dans l'analyse. Il y a également la dynamique du pied. Donc, beaucoup plus que la pose de pied en soi. Alors, je sais que maintenant, la tendance, c'est de regarder, dès qu'on regarde une vidéo, on dit, ah bah, il est talon, il est avant-pied, on regarde que ça, en fait. Mais ça, c'est pas un point du tout important et fondamental. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la dynamique du pied. C'est qu'est-ce que fait le pied avant de rentrer en contact avec le sol et quel est l'angle du pied. Donc, il faut que le pied revienne vers l'arrière. Ça, c'est un qui est fondamental en technique de course. La vidéo, est-ce que votre pied il revient vers l'arrière avant le contact au sol ou est-ce qu'il continue d'aller vers l'avant? C'est vrai que c'est contre-intuitif. Les coureurs, ils pensent que leur pied doit aller vers l'avant. C'est ça qui va les faire courir. En fait, c'est pas vrai. Si vous regardez les îles, vous allez voir que forcément, avant de poser le pied au sol, ils vont ramener leur pied en direction de leur bassin. Ça, la dynamique du pied est importante. Le fait d'avoir de pas prendre trop d'angle avec le pied, ni de rétroflexion, ni de varéflexion de la cheville. Faut pas se mettre sur la pointe des pieds comme ça. Il faut pas non plus avoir une pente trop marquée. Le haut du corps aussi, très important, l'utilisation des bras. On insiste beaucoup en technique de course sur la chaîne cinétique. Il faut concevoir que la foulée, c'est un geste de lancer, en fait. C'est comme un autre geste de lancer dans un autre sport d'athlétisme, comme par exemple le javelot. Quand on court, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est lancer son pied vers l'arrière. On arme son lancer en avançant son genou et après, on lance son pied vers l'arrière. Et on utilise toute une chaîne cinétique qui part de l'épaule et qui va finir au pied. Donc, c'est très important d'utiliser ses bras et le haut de son corps. Il y a beaucoup de coureurs qui n'utilisent pas du tout le haut de leur corps parce qu'on ne leur a jamais appris, on ne leur a jamais expliqué ce qu'ils devaient faire avec les bras. Et ça, c'est dommage parce qu'ils perdent beaucoup en efficacité. Et enfin, la poulaine, donc le geste, on va regarder ça sur la vidéo, on verra tout à l'heure, c'est la manière dont ton pied se déplace dans l'air. Il y a tout le temps. Je crois qu'on t'entend plus là sur la poulaine. Il faut trouver de l'air foulée. Alors, je répète. Il y a eu une coupure à partir du moment de la poulaine. C'est le trajet du pied. Ouais. La poulaine, c'est le trajet du pied, c'est-à-dire la trajectoire du pied en l'air. Quand vous courez, votre pied ne s'arrête pas. Il se déplace tout le temps. Il a une vitesse nulle quand il touche le sol, mais autrement, il est en déplacement. Donc, il faut trouver de la place au pied. Ça va être déterminant dans la biomécanique. Soit vous cherchez à trouver de la place au pied derrière vous, soit vous cherchez à trouver de la place devant vous. Et ça, c'est un point sur lequel on va beaucoup insister. C'est vraiment un déterminant technique de la course. Voilà, donc ça, c'est les cinq points clés de la technique qu'on va regarder en vidéo. Donc voilà, focalisez le point et puis vous permettra déjà une meilleure analyse de votre biomécanique. Et si tu passes à l'autre slide, justement, on va scanner le coureur de haut en bas pour vous faire prendre conscience un peu du rôle de chaque partie du corps. Alors, on commence par le pied. En course à pied, il y a 3 qualités du pied qu'on cherche vraiment à valoriser parce qu'elles sont extrêmement intéressantes. Et si elles existent, c'est pour nous permettre de courir. La première qualité du pied, c'est son hypersensibilité. Avec la main, c'est sensitif du corps humain. Donc, votre pied il vous renvoie énormément d'informations quand vous courez. On estime que c'est 1000 informations par seconde.
Il y a 7200, je crois, 7200 capteurs sur le pied. Donc, ces informations, elles servent à quoi? Elles servent à vous positionner, elles servent à doser la force d'impact et surtout la raideur de votre jambe. Donc, vous devez sentir le sol avec votre pied. Deuxième qualité du pied, c'est le rebond. Si vous arrivez plutôt sur l'avant du pied, vous allez naturellement sauter. Vous avez tous fait du saut à la corde. Si vous arrivez sur le talon, ça va être beaucoup plus délicat et vous n'aurez même pas de rebond. Donc ça, c'est quand même une qualité qu'on cherche à utiliser. Et après, il y a une troisième qualité qui est un petit peu difficile à expliquer ici. Et en fait, c'est la capacité du pied de travailler en torsion. Donc, si vous regardez, si vous prenez cette chaussure, voilà, vous voyez que le pied peut travailler, si je le mets comme ça, Attends, je vais mettre, voilà. En torsion, voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas très doué. Voilà, torsion. C'est-à-dire que le pied, il peut travailler comme ça, de manière à la fois en pronation et en supination. Et ça, c'est extrêmement intéressant en termes d'appui. Alors, pour ceux qui sont intéressés au sujet, je vous renvoie au livre, à l'excellent livre de Frédéric Bégaud sur le sujet, dans lequel il décrit très bien ce fonctionnement. Et ça permet d'avoir un meilleur positionnement, de meilleurs appuis et de meilleure stabilité. Donc, ces trois qualités du pied, on va chercher vraiment à les maximiser au maximum. Et pour ça, on va plutôt aller vers une chaussure légère. Voilà. Si vous avez une chaussure qui est très rigide, on va voir sur la vidéo tout à l'heure, parce que tu as différents types de chaussures. Si tu as une chaussure qui est très rigide, cette chaussure, elle va empêcher à ton pied de sentir trop le sol. Et le pied ne va pas pouvoir travailler dans la chaussure, il ne va pas pouvoir se mouvoir comme naturellement, et ça peut même enlever du rebond. Donc, c'est pas le minimalisme pour le minimalisme, mais c'est simplement parce qu'une chaussure légère est plus efficiente en termes pour la course à pied qu'une chaussure lourde. C'est aussi vrai en termes d'économie de course. Si tu as une chaussure qui est plus légère, tu as une meilleure économie de course. Voilà. Après, si tu passes au-dessus, on passe à la cheville. La cheville doit être en position neutre. On va chercher à pas les pointes de pied et on ne va pas chercher non plus à trop relever le pied. Alors, regardez vos chaussures. Si vous avez un gros trou sur le gros orteil, c'est généralement le signe que vous faites une rétroflexion de la cheville. Donc, avant d'attaquer le sol, vous redressez la pointe de pied pour arriver sur le talon. Ça, c'est un geste qui est instinctif pour la marche, puisqu'en marche, on le fait. Mais en course à pied, c'est un geste qui n'a pas réussi. On essaie d'avoir une position neutre. Et là où on insiste beaucoup, c'est surtout, il ne faut pas aller sur la pointe de pied. Donc, n'inclinez pas votre pied comme ça, sous prétexte que vous ne voulez pas que le talon touche le sol. Là, ce serait un très mauvais conseil. Donc, cherchez plutôt une pose à plat. Alors, le mollet. Ceux qui cherchent comme ça à arriver comme ça, ils ne le font pas longtemps en général, parce que ça va tirer sur toute la chaîne. Exactement. Si tu fais ça, tu vas forcer sur le mollet. Donc, ton mollet, au bout de quelques minutes, il va être très, 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 très douloureux. Donc, le mollet, alors souvent, c'est un peu la crainte des gens qui sont en transition médio de pied. Donc, on leur parle beaucoup de ça. On leur dit, vous allez blesser au tendon d'Achille. Alors, c'est vrai qu'il y a des blessures à ce niveau-là. Ce qu'on constate quand même, c'est que c'est souvent lié à une mauvaise biomécanique. Voilà. Si vous avez une foulée qui vient trop du bas de la jambe, en termes de propulsion, donc vous cherchez à vous propulser avec les mollets, vous allez charger énormément le mollet et il y a un risque de blessure. Donc, c'est ce qu'on insiste dessus. C'est vraiment l'idée de remonter le moteur de sa foulée. Il faut utiliser, on va y venir, les fessiers. Donc, regardez quand vous analysez votre vidéo, essayez de voir un peu le rôle de chaque partie du corps. Est-ce que vous décollez du sol parce que vous poussez avec les mollets? Si c'est le cas, c'est pas un très bon signe. Alors, entre elles, c'est un petit peu particulier parce qu'évidemment, avec du dénivelé, forcément, on a beaucoup de sollicitations du mollet. Le mollet, vraiment, le conseil, c'est laissez-le tranquille. Il est juste là pour vous permettre de rebondir, pas plus. La cuisse. Alors, j'ai vu sur la vidéo, tu as des bonnes cuisses, c'est normal. Tu as des bons quadrilles de trailer, c'est bon signe. En course à pied, on utilise énormément les quadriceps parce que c'est eux qui permettent en soutien de tenir le coureur. Mais on va essayer, dans la mesure du possible, de moins les faire travailler parce qu'ils travaillent déjà beaucoup et donc de plus utiliser l'arrière de la jambe. Le problème d'énormément de coureurs sédentaires, amateurs, c'est qu'ils utilisent très très mal leur chaîne postérieure. Ils utilisent bien leur chaîne antérieure, c'est-à-dire qu'ils trouvent de la longueur avec leurs cuisses, en lançant le pied vers l'avant. En revanche, là où ils sont très maladroits et assez faibles, c'est d'utiliser la chaîne postérieure, c'est-à-dire en fait l'ouverture de la hanche,
de pouvoir amener son genou derrière son bassin. Et ça nécessite d'utiliser les ischio-jambiers, les fessiers et le haut du corps. Et c'est dommage parce que c'est une grande source de puissance en course à pied. C'est la chaîne cinétique dont on parlait. Et on est vraiment normalement fait pour utiliser cette chaîne cinétique. Alors, il faut que le coureur, évidemment, fasse ça progressivement. Ça dépend de son mode de vie, ça dépend de sa souplesse. S'il a un bassin très raide et s'il n'a pas les fessiers très toniques, ça mettra plus de temps que pour les autres. Mais vraiment, fondamentalement, dans la foulée, c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Les fessiers, c'est le muscle qui nous sert à courir. C'est vraiment, si on a des fessiers, c'est pour courir. Donc là aussi, regardez sur la vidéo, est-ce que votre genou, il va derrière? Est-ce que vous avez la possibilité, vous avez la faculté d'emmener ce genou derrière le bassin ou pas? Ça, c'est une bonne chose à regarder. Le tronc, le tronc, on cherche à regarder la position du tronc, relâchement, une certaine rectitude. Alors, après, on peut jouer sur la pente du tronc. Ça, c'est des niveaux déjà plus experts. Est-ce qu'on se penche un petit peu vers l'avant ou pas? Ça, c'est peut-être un peu compliqué de rentrer là-dedans aujourd'hui. Et puis après, les bras aussi jouent un rôle très important. En partie, quand on veut utiliser le bassin, si on veut utiliser le bassin, on a tout intérêt à bien tirer sur les bras, chose que font pas beaucoup de coureurs amateurs. Donc, alors entre elles, on fait plus naturellement. Donc les bras, voilà, aussi regarder les bras, l'angle d'ouverture des coudes est aussi important parce que c'est un indicateur sur le type de gestuelle du coureur. Voilà. Donc si tu veux, on peut regarder la vidéo. Ok, ça va faire une bonne transition à tout ça. Ah ouais. Et puis après, alors, dans la vidéo, vous allez voir, j'ai volontairement utilisé 3 types de chaussures. Donc, il y a des Hoka, il y a des chaussures ASICS qui ont le même drop, c'est 4 mm à chaque fois le drop, mais qui sont un petit peu plus light. Et à la fin de la vidéo, donc c'est une course pieds nus. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde la vidéo en entier, et puis après on revient dessus sur les points un par un, si tu veux revenir dessus. Ouais. On va faire comme ça. Allez, c'est parti. Comme ça va laisser aussi. Faites-vous un avis de ma foulée par rapport à tout ce qu'on vient de dire aussi, vous chez vous, faites-vous un avis. Comme ça, vous allez pouvoir voir et avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on a dit. Allez, c'est parti. Donc là, déjà avec les Hoka, donc Speedgoat 3. Des bonnes grosses chaussures bien maxi avec lesquelles j'ai couru pendant très longtemps. Donc, le chien derrière qui court en même temps que moi. Belle biomécanique du chien. Donc maintenant avec des ASICS Fuji Trabuco Light. C'est vrai qu'instinctivement, on regarde toujours l'attaque du talon. Enfin, moi, c'est ce que je fais en premier quand je regarde comme ça. Ouais. Et il y a tellement d'autres choses à regarder. C'est pour ça que c'est intéressant de se filmer. Voilà, et donc pour terminer, pieds nus. Donc, quelque chose que moi, personnellement, je ne fais jamais. Hein. Sauf sur la plage ou comme ça à l'occasion, mais sinon, je m'entraîne jamais pieds nus. Alors, c'est intéressant de s'entraîner un pied nu, pas forcément longtemps, quelques minutes, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, le pied, en fait, il vous permet d'avoir une très, très bonne information sur votre positionnement et votre technique de course et vos appuis. Donc, le fait d'avoir le pied nu, le pied, il vous donne il va énormément vous aider à bien placer votre foulée. On va voir d'ailleurs sur la vidéo que ta foulée pieds nus est différente de ta foulée en chaussures. Après, ceci dit, moi, je ne recommande pas forcément le barefoot. Hein. Le barefoot, c'est une pratique à part, donc je n'ai pas d'avis pour ou contre. Mais voilà, ça demande beaucoup d'entraînement et une pratique très particulière. Ouais. Mais l'idée, c'est qu'avec des chaussures légères, ouais, c'est autre chose. Avec des chaussures légères, on doit pouvoir retrouver, de s'approcher de la foulée assez pieds nus. D'ailleurs, on va voir les caractéristiques de ta foulée justement. Donc, si tu reviens sur la première vidéo. Alors, ok. Alors, je commande pas j'ai pas les commandes. Tac. Alors, ce qu'on regarde toujours, on part du pied arrière. Là, c'est une bonne position de départ. Donc, pied arrière, le coureur, il a à peu près trois options.
soit il va déplier son genou. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire descendre son pied en arc de cercle vers le sol, un peu comme s'il venait de taper dans un ballon. Donc, ça, c'est le geste que tu ferais si tu étais marcheur. En marche, c'est ce que tu ferais. Donc, tu lances ton pied vers l'avant. Soit tu fermes pas le genou. Alors, reviens un petit peu en arrière si tu peux. Je sais pas si tu peux. Voilà. Soit tu modifies pas l'angle de ton genou. C'est-à-dire que ton genou, il revient, ton pied va croiser à peu près le tibia à mi-hauteur. Soit tu fermes ton genou en avançant ton genou. C'est ce que tu fais. Et donc, on va voir que ton pied il va passer assez proche du genou. Voilà. Opposé. Voilà. Comme ça, exactement. Et ça, c'est un bon du geste de la course. C'est globalement le geste de la course qu'on cherche à reproduire. Après, quand tu passes là, un peu, attends, on continue. Voilà. Quand tu es là, on va voir que ton pied, stop, un peu en arrière si c'est possible, je sais pas, mais ton pied en fait va dépasser de manière assez prononcée l'aplomb de ton genou. On voit que le pied est donc devant le genou. Alors là, tu as une foulée qui est assez longue parce que tu cours assez vite. Je ne sais pas à quelle allure tu es, mais on voit. Je dois être à 13-14. Le problème de lancer. Ouais, j'allais peut-être dire même 15. Alors, le problème de ça, c'est qu'une fois que ton pied a vraiment passé devant ton genou, ça va être difficile de le ramener près de ton bassin. Et donc, on a tendance à conseiller aux coureurs de ne pas se laisser emporter par leurs pieds. Et donc, une fois que ton pied est à peu près à l'aplomb de ton genou, tu cherches à poser au sol. Tu commences à initier le retour. Alors, c'est vrai que plus la chaussure est lourde, plus elle a d'inertie. Et plus le pied va être tendance à partir vers l'avant. Donc, ça va demander un effort plus important du coureur pour limiter ça. Mais c'est un petit peu, voilà, ça va créer un frein parce que plus tu vas poser ton pied devant ton bassin, on va voir justement la question du position du tibia. Et donc, en fait, si ton tibia, au moment où tu touches, est penché vers l'arrière, il faut dire que tu es en frein. Voilà. Donc, c'est ce qui t'arrive un tout petit peu. On va voir que quand tu commences à poser le pied au sol, ton tibia est un petit peu trop penché vers l'arrière. Il devrait être vertical, voire penché vers l'avant. Alors ça, on faudrait bien zoomer, mais quand j'ai regardé la vidéo cet après-midi, j'ai vu qu'il y avait ce petit point-là. Voilà. Donc, tu es un petit peu... En fait, c'est des choses qui vont très vite. C'est des choses qui vont très très vite. Bon là, si on est sur une vidéo sur YouTube, on peut pas vraiment aller vraiment milliseconde par milliseconde. Ouais. Mais c'est vrai que c'est des choses qui, quand on fait le stage avec toi, comme tu nous filmes, et puis c'est des vidéos qui vont vraiment à la milliseconde près, on voit en fait le temps d'impact et l'emplacement qui se fait. Et... Ouais. D'accord. Okay. Bon, on a les outils, on a les applis pour ça dans le stage, donc on peut bien regarder ça. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que voilà, quand on va voir, top, voilà, on voit le tibia et il est légèrement penché vers l'arrière, il devrait être vertical, voire penché en avant. C'est facile de regarder des sprinteurs hein, quand ils courent très très vite, leur pied est sous le bassin, etc. Mais quand ils veulent ralentir, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur pied devant eux, quoi. C'est parce que ça te fait un frein. Voilà, ça génère un frein. Donc ce frein, on a quand même tendance à conseiller de l'effacer. En plus, il y a des études, des études biomécaniques, des études de recherche qui ont montré que ça avait pas mal d'avantages, notamment en termes de stabilité. Le fait de ramener son pied vers l'arrière avant le contact au sol est important pour avoir des appuis plus stables. Et ça, c'est déterminant dans la course à pied. En termes d'économie, il faut avoir des appuis stables. Donc là, le petit conseil, c'est laisse pas partir ton pied trop devant toi. Au moment où ton pied arrive à l'aplomb de ton genou, essaie d'initier le retour. Ça, c'est le deuxième point important, c'est il faut ramener le pied vers soi avant qu'il touche le sol. Voilà. Ce que tu fais plus ou moins, là, il faudrait un peu zoomer. Il faudrait un moment où on griffe, en fait, on va griffer le sol. Voilà, c'est la notion de griffer, du sprint qu'on doit retrouver quand même un peu en endurance. C'est pas un griffer violent, mais il faut qu'il y ait une dynamique, en fait. Il faut que tu donnes une dynamique à ton pied pour qu'il commence à revenir vers l'arrière avant de toucher le sol. Voilà. Okay. Alors, pourquoi ça, en fait? Pour pas mal de raisons. La première, c'est que ça va moins fatiguer ta cuisse. Si tu as un appui du pied qui est plus près de ton bassin, tu vas moins solliciter tes quadriceps. Premier avantage. Et deuxième avantage, c'est que ça va permettre à ton pied de rebondir vers l'arrière, vers la fesse, sans effort. Faites simplement par le renvoi du sol. Traite ton bassin, dynamique de retour de
l'avant vers l'arrière. Et ça, c'est important parce que ça te donne du trajet du pied relativement sans effort. Puisqu'en fait, tu remontes la fesse en tirant sur tes ischios, le pied qui part vers la fesse. Et donc, c'est autant de place trouvée pour ton pied en l'air. Donc, c'est un point qui est fondamental. Alors après, suivant les types de coureurs, voilà, tout le monde n'a pas la capacité d'amener son pied très haut derrière. Donc, il faut affiner après l'analyse, mais c'est quand même un point assez fondamental dont il faut se souvenir. Voilà. Okay. Donc, d'ailleurs, on voit, toi, ton pied, il monte relativement haut, mais pas très haut. Voilà, pas très haut derrière. OK. D'accord. Alors, si on revient un peu en arrière, juste on aurait vu les bras. Donc, les bras, tu as les bras alors, à peu près à l'angle de 90 degrés, voire un petit peu ouvert. Voilà, une idée assez simple, mais en fait, l'angle des bras a à voir avec la chaîne que vous avez utilisée. Si vous avez les coudes plutôt ouverts vers le bas, enfin, les mains plutôt basses, en position basse, vous allez avoir tendance plutôt à utiliser la chaîne antérieure, c'est-à-dire la cuisse, l'avant de la cuisse. Si vous remontez vos bras vers vos épaules, vous aurez plutôt tendance à utiliser la chaîne postérieure, donc vous serez plus sur un mécanisme élastique. Voilà. Là, toi, tu es plutôt ouvert. Donc, ce qui va te faire avec le fait que mes bras, ils allaient chercher un petit peu loin devant. Ah ouais, alors ça, bon, conseil, enfin, là, on n'a pas de vue de face, mais de face, on aime dans la mesure du possible que les pieds, que les bras se croisent pas. Ça fait parallèle. Il y a bien alignement. Alors, surtout au début, parce que comme nous, on conseille au coureur d'avoir les bras très actifs. Évidemment, comme il a les bras actifs, s'il fait des gestes qui ne sont pas symétriques, équilibrés, ça va le déséquilibrer. Après, ça devient des automatismes. Voilà. Ouais. Donc, le petit conseil en ce qui te concerne, ce serait de bien travailler ton retour du pied dynamique sous le bassin, pas laisser en poser trop loin. Et puis, on voit que l'ouverture de l'hanche est pas mal, mais je pense qu'il y a matière à plus ouvrir sa hanche, à plus emmener son pied derrière soi. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu avais vu une différence par rapport avec les chaussures même drop, mais un petit peu moins grosses entre guillemets avec. Ouais. Alors là, sur cette séquence là, là c'est encore pire en fait. On a l'impression que ton tibia, voilà, tape, hop, là, on voit que le tibia, il est sorti un peu en arrière, il faut aller un peu en arrière, mais pareil, voilà, là l'appui est encore plus loin devant toi en fait. Hein. On voit vraiment, voilà, là c'est très bien, très bon, c'est là. Et là, on voit que ton tibia est penché vers l'arrière et puis on voit vraiment la distance entre l'impose de pied, l'endroit où le pied touche le sol, et puis ton bassin. C'est assez, vraiment, il y a une distance qui est assez importante. Dans la mesure du possible, si vous voulez courir léger en faisant pas de bruit, il faut avoir son pied qui est en position plus proche du bassin, le tibia penché vers l'avant ou à la rigueur verticale. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Tu vas voir que pieds nus, en fait, tu vas voir, c'est drôle parce que pieds nus, tu vas voir que tu t'y mets aussi instinctivement, tu vois. D'accord. Allons-y alors, pieds nus. Allez. Ah, tu peux continuer celle-là. Ouais. Donc là, celle-là, voilà, par rapport au 4, tu es un peu plus en appui sur l'avant. Comme ça, hop, on voit, tu vois, c'est un peu plus devant. Le Hoka était un petit peu moins. Oh, c'est assez subtil. Hein. Donc, bien penser à relâcher les épaules. Je pense qu'il n'y avait pas trop de problème au niveau des épaules. Donc, pieds nus. Alors, pieds nus, c'est assez spectaculaire parce que quand dans les ateliers, on essaie, surtout quand il fait beau, de faire courir les coureurs un peu pieds nus, puis on les filme. Et voilà, on est souvent frappé parce que là, tout de suite, la foulée se place beaucoup mieux. Et donc, on va voir que tu peux continuer et tu vas voir que ton pied, il va arriver bien à plat. Donc, il n'y a pas d'angle avec la cheville. Donc, on voit la fermeture du genou. Voilà, hop, là, tu vas chercher un peu moins loin et hop, tu poses. Et tu vois, là, ton tibia, il est quasiment déjà penché vers l'avant, en fait. Hein. Il a passé la verticale. Donc là, pose de pied très bonne. Très bonne. En termes de biomécanique, c'est très efficient. Là, tu as une foulée légère, tu as une foulée douce. C'est la jambe qui amortit le choc. C'est pas ta chaussure. Et c'est tout à fait idéal. Mais il y a un côté, alors juste pour parler de la transition, il y a un côté qui inquiète un petit peu de se dire, je sais courir comme je fais, ça va, je me blesse pas, je cherche pas non plus spécialement des performances, d'augmenter mes performances.
Et il y a un petit peu cette crainte de se dire si je change de chaussures en travaillant ma foulée plus différemment, en passant des chaussures un peu plus minimalistes et en travaillant ma foulée différemment en même temps, il y a un peu cette crainte de justement d'aller chercher la blessure finalement. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu remarques souvent chez tes athlètes ou pas? Alors, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aux ateliers parce qu'ils sont blessés. Donc, en fait, ils cherchent à résoudre un problème de blessure. Ouais. Il y en a un certain nombre qui viennent sur la recommandation de professionnels de santé, qui leur disent, qui les voient courir dans leur cabinet, qui disent, non, votre foulée, là, visiblement, ça tape trop, c'est pas bon, faut que vous travaillez votre technique. Après, il y a des gens qui viennent parce que c'est plus dans un esprit de connaissance d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, ils veulent comprendre comment leur corps fonctionne et puis s'intéressent à la technique. Après, il y a la troisième catégorie de gens qui est la personne qui n'est pas blessée, qui ne s'intéresse pas à la technique, qui est très content de sa foulée. Franchement, là, on peut lui dire, reste. Voilà, faut pas forcer les gens à vouloir changer leur foulée. S'ils sont contents de ce qu'ils font, qu'ils restent dans leur geste. Il y a pas de problème. Voilà, on va pas forcer. Personne va vouloir forcer quelqu'un à changer sa foulée pour le plaisir. Donc, si vous n'êtes pas blessé et si vous n'avez pas un intérêt à changer votre foulée, ne changez pas votre foulée. Après, il y a quand même une question sémantique, c'est est-ce qu'on peut parler de changer sa foulée ou pas, en fait. Moi, je pense pas, en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sa foulée, en fait. C'est-à-dire, on joue sur des paramètres, voilà, mais on change pas. C'est une idée un peu fausse de s'imaginer que, voilà, on va passer du jour au lendemain d'un type de foulée à un autre. Non, en fait, tout ce qu'on fait, c'est un travail technique, hein. Le coureur, mais ça s'est fait tout le temps avec des entraîneurs dans les clubs, hein. On va travailler sa foulée, donc on va travailler certains paramètres. Le coureur, il va essayer d'augmenter un petit peu sa cadence, il va essayer de positionner ses bras différemment, il va se tenir plus droit, il va se relâcher. Et puis voilà, il va travailler son geste. Et puis au fur et à mesure, tranquillement, sa foulée va s'améliorer. Alors c'est vrai que, je sais pas, sur une certaine durée, peut-être 6 mois, 1 an, oui, sa foulée change, mais je pense faut pas être dans l'idée on est gaucher, on veut devenir droitier. C'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça, tu vois. C'est juste un problème de perfectionnement, en fait. C'est comme au tennis, tu apprends à ton coup droit, à faire un coup droit, et puis après, tu vas avoir un prof qui va te donner des meilleurs conseils, puis tu vas plus avancer dans la balle, tu vas plus plier tes jambes, voilà, tu vois. Tu vas passer un lift alors que tu étais plutôt sur un coup droit plat, mais ça se fait de manière tout à fait progressive. D'accord. Non, c'est intéressant. Et dans ce marché-là, ce point de vue. Façon de dans voir cette démarche-là, tu peux. Alors non, il y a toujours un risque de te blesser, mais souvent le risque de blessure, il est lié au fait qu'on va c'est trop vite. Mais c'est la même chose avec même si tu changes pas ta technique. C'est-à-dire que si demain tu as l'habitude de courir 1 heure et tu vas te dire demain je vais courir 3 heures, tu as les chances que tu te blesses, quoi. Parce que voilà, c'est pareil. En termes de changement de technique, si tu veux tout changer du jour au lendemain, tu prends un risque. Pour ça, il faut faire étape par étape, progressivement. Et ça, voilà, simplement penser à travailler cette technique. Ok, très bien, merci. Donc j'avais fait une petite slide de conclusion. Alors je rappelle juste avant qu'on parle de la dernière slide, je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Solarberg. Donc on va dérouler cette slide-là. Après, Solarberg nous parlera aussi de son projet récent. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Mais vous pourrez aussi, on aura un petit temps pour poser, si vous avez des questions à poser à Solarberg, n'hésitez surtout pas, on y répondra avec grand plaisir. Allez-y, je te laisse, Solarberg. Ouais, non, c'était juste une petite synthèse voilà, par rapport à ta question sur changer sa foulée, qu'est-ce que c'est? Bon, nous, notre optique, c'est vraiment d'abord, il faut maîtriser les fondamentaux. Tu as des fondamentaux en technique de foulée qui sont ce qu'ils sont, et tu vas les retrouver partout, même chez tous les coureurs, en particulier chez les élites. Donc, on a parlé des bras, on parle du retour du pied, voilà, il faut ramener son pied vers soi. Voilà, il y a des fondamentaux à acquérir. Il y a des bonnes pratiques biomécaniques, ça on peut pas le nier, hein. Il y a des recherches scientifiques qui tendent à le prouver. Voilà, la cadence, alors je peux citer la cadence, mais le fait d'avoir une cadence plus élevée est peut-être considéré comme une bonne pratique biomécanique. Ça réduit les blessures, ça a une foulée plus efficiente. Donc, le coureur amateur a une cadence de 150, tu vois. Bon, on conseille beaucoup plus 170. Alors, 150 en plus, si tu as une foulée vraiment de talonneur, c'est encore très problématique. Donc voilà, donc ça, vraiment notre philosophie, c'est vraiment d'aider le coureur à intégrer ces bonnes pratiques biomécaniques
pour que voilà, il ait une foulée qui soit plus efficiente. Il faut éviter les contresens biomécaniques. Donc, j'en vois beaucoup, c'est-à-dire que les gens, en fait, souvent, le haut du corps ne fonctionne pas en accord avec le bas de la. Alors, on voit des courants qui font si tu lances vers l'avant. Voilà. Tu n'es pas du tout dans la bonne phase. Éviter ces contresens biomécaniques. La chaussure, c'est souvent un contresens biomécanique. Je sais pas, mais regardez autour de. Oui, mais en fait, il n'y a pas tant de talonneurs que ça, et pourtant tout le monde a des chaussures avec énormément de drop et beaucoup avec des talons très amortis. Mais quand vous regardez les gens courir, regardez encore récemment le dimanche, les gens, il y a plein de gens qui n'ont pas une foulée du tout talon. Donc, pourquoi ils ont des chaussures comme ça? Voilà. Donc, adaptez aussi votre matériel à votre pratique. Apprenez à utiliser tout votre corps, c'est vraiment la bonne approche. Hein. Pensez à la chaîne cinétique, hein. La foulée, ça part des épaules, ça finit aux pieds. Donc, c'est pas qu'un travail de jambes. Trouvez la foulée qui vous est propre. Il n'y a pas de foulée universelle. Il n'y a pas un modèle universel. Chaque coureur est différent. Donc, toi, tu as une foulée qui est la tienne. Moi, j'en ai une autre. Il y a des fondamentaux, mais après, chacun interprète ses fondamentaux. Moi, j'aime bien l'image du musicien. Tu apprends à jouer du piano. Voilà. Tout le monde est passé par là, mais après, quand on te donne un morceau, chaque personne va l'interpréter différemment, chaque pianiste va l'interpréter différemment. C'est pareil pour la foulée. Il y a des fondamentaux dans la foulée, et après, en fait, chaque coureur va l'interpréter à sa manière, avec ses limites, avec ses forces et ses faiblesses. Et puis, conclusion, si courir léger, ça c'est vraiment important. Cherchez à courir léger, faites pas de bruit quand vous courez. Là aussi, on se très longtemps et on voit qu'il est repris. Il est repris par la clinique du coureur. Voilà. Et chercher à courir léger, c'est important. Écoutez vos pas. Si vous entendez que c'est très sonore, c'est qu'a priori la biomécanique n'est pas la plus efficiente. Voilà. Ok, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'était très clair et très intéressant pour moi aussi d'avoir pu bénéficier de cette analyse, même si j'en ai déjà eu il y a 2 ans, mais bon, ça a un petit peu changé en 2 ans. Juste, est-ce que tu pourrais donner peut-être deux ou trois exercices pratiques pour quelqu'un qui voudrait commencer dans le changement de sa foulée comme ça? Concrètement, voilà, quelqu'un qui a jamais entendu parler de ce changement et qui se dit tiens, moi je pense que j'ai des choses à changer pour X raisons. Sur quoi est-ce que je pourrais travailler pour avoir une meilleure foulée? Comme ça, universellement. C'est un peu compliqué parce que comme tu l'as dit, chaque coureur est différent. Mais si tu avais on retrouve ce qu'on a dit, les fondamentaux. Hein. Les fondamentaux, c'est, on a dit la posture, hein, chercher à être relâché, sur les pas contractés. La course à pied, ça fonctionne beaucoup sur des mécanismes élastiques. Donc, si vous êtes trop avachi ou au contraire trop tendu, le corps ne fonctionnera pas de la bonne manière. Alors, je dirais quand même la cadence. La cadence, c'est peut-être la première chose sur laquelle vous pouvez chercher à travailler. Surtout pour les coureurs qui talonnent beaucoup. J'en ai eu pas mal aux ateliers et souvent avec des blessures. Et il est clair que si vous arrivez à avoir une cadence qui est au-delà de 170 en talonnant, vous évitez beaucoup des effets délétères de l'attaque talon. Alors, attaque talon, j'aime pas du tout cette expression parce que l'attaque talon, c'est pas une technique de course, c'est un défaut. En ce moment, hein, on rentre dans le débat, mais on affine beaucoup quand même l'analyse. Donc il y a en fait, on peut dire qu'il y a 4 poses de pied génériques. Il y a l'attaque talon. L'attaque talon, c'est vraiment en anglais, on parle d'overstriding, c'est-à-dire qu'on arrive sur le talon et le tibia est bien penché vers l'arrière. Et ça, c'est pas une technique de course efficiente, c'est une technique de course qui est délétère, c'est un défaut. Alors, c'est un défaut qu'ont énormément de coureurs. Donc, c'est même rentré dans le langage courant. On entend beaucoup de gens parler d'attaque talon, mais vraiment, essayez d'oublier ça. Vous n'allez pas attaquer le sol avec le talon. Non, personne n'attaque le sol avec le talon. Essayez de le faire sur quelques mètres, vous aurez beaucoup de mal aux genoux. Donc, on parle beaucoup plus d'une pose talon. Alors, pose talon proprioceptif, c'est-à-dire qu'en fait, le coureur, il va légèrement arriver sur l'arrière du pied. Il arrive sur l'arrière du pied, il n'est pas forcément médio de pied. Mais bon, c'est un contact qui est assez un effleurement, et après, il passe assez rapidement sur l'avant-pied. Donc, après la pose milieu de pied, avant-pied, puis la pose pointe de pied, c'était aussi la pose de pied dans la mesure du possible.
Faut aussi qu'on peut. Donc voilà, donc la cadence, d'ailleurs, comparer les coureurs qui vont courir très vite. Je vois souvent des analyses de coureurs qui vont courir des types des marathoniens, des Mo Farah ou des Bekele, alors que ces coureurs-là vont courir à 20 km/h, ce qui n'a rien à voir en fait avec des coureurs comme nous qui traînons à 10-11 km/h sur 2 heures. Donc voilà, pas aussi se comparer. En fait, ouais, tu as tout à fait raison de souligner, parce qu'on a toujours regardé les élites, et donc la biomécanique, elle n'est pas la même à 20 km/h qu'à 10. En fait, en locomotion, tu as deux gestes. Tu as le geste de la marche et tu as le geste de la course. Tu arrives sur ton talon et tu roules, tu rebondis, il n'y a pas de saut. Tu vois que ça coupe. Tu m'entends? Dans la marche, il n'y a pas de saut. Quand tu cours, tu as forcément un saut. Donc là, tu sautes. La course, c'est une succession de sauts. Donc tu dois utiliser le rebond de la jambe. Tu dois utiliser ça. Il n'empêche qu'il y a une vitesse, à peu près, on va dire grosso modo, entre 9 et 11 km/h, même plus bas, où tu peux avoir les deux gestes. C'est-à-dire que tu peux te déplacer avec une geste qui est très proche de la marche. D'ailleurs, tu as des marcheurs olympiques qui se déplacent à 15 km/h et plus. Donc, après, c'est un choix. C'est-à-dire que tu choisis, voilà, je suis plutôt un coureur qui cherche à avoir un geste de marcheur. Pourquoi pas, hein. Donc là, en effet, tu ne vas pas te comparer à Mo Farah, parce que Mo Farah, il n'a pas un geste de marcheur. Soit tu peux tout de suite, tu peux te dire, non, moi je vais dans un geste qui est beaucoup plus le geste de la course, parce que ça m'intéresse plus biomécaniquement. Et ça, c'est un geste de la course, tu peux le faire à 10 km/h. Enfin, je t'ai montré aux ateliers, quoi. Tu peux le faire en footing. Tu peux très bien être dans un geste de course. Et c'est vrai que ce geste de course, il va être plus sur l'avant-pied, puisque tu cherches le rebond. Voilà. Donc, en effet, ne vous comparez pas aux élites et comprenez bien la nature de votre geste. Alors justement, tu t'en as parlé un petit peu là donc des ateliers. Qu'est-ce qui s'y passe exactement pendant ces ateliers-là? Où est-ce qu'on peut voir où et quand il y en a un? Et puis aussi, parle-nous aussi de ton nouveau projet, donc de un peu école de coach pour diffuser un petit peu cette pratique LFR. Oui, en fait, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de demandes, donc j'ai eu des contacts avec des coachs. Alors, il n'y a pas que des coachs, il y a des professionnels de la santé, et puis il y a des coachs qui ont été intéressés par la méthode, qui veulent l'utiliser. Donc, on a maintenant 7 ou 8 formateurs LFR. On en a en Belgique, on en a à Nantes, on en a à Lyon, on en a dans les Alpes, on en a à Bordeaux, on en a à Nice, on en aura bientôt à Toulouse. Et voilà, c'est des gens qui adhèrent à notre approche. Et donc, on a formé cette académie qui doit permettre aux gens d'avoir un accès plus facilité à ce type d'enseignement. Donc, j'espère que ça permettra de plus répandre ces bonnes pratiques biomécaniques et puis aider les gens à mieux courir, à prendre plus de plaisir à courir. Donc ça, c'est le projet qu'on mène actuellement. Okay. Et donc, on organise des formations régulièrement pour les coachs. On a une fin octobre, donc une formation sur 3 jours. Et donc là, on explique aux coachs toute cette pédagogie qui est assez spéciale, parce que tu as vu les ateliers. Voilà, les ateliers, c'est un format qui est particulier. Il y a un outil vidéo, il y a des exercices. On donne beaucoup de clés aux coureurs. Voilà. C'est assez original. Voilà. Puisque ce qui est toujours bien dans ces ateliers-là, c'est de pouvoir voir ce que font les autres, et puis que, par exemple, moi j'avais cette notion d'ouverture de hanche qui était un petit peu abstrait, un petit peu floue pour moi. Je voyais pas, qu'est-ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise ouverture de hanche, parce que si on se regarde que soi-même, comparé, c'est assez différent. Alors que justement, la richesse de cet atelier, c'est que il y avait beaucoup de gens, et puis on voyait quelles étaient les différences entre les bonnes ou les mauvaises pratiques, et c'était illustré immédiatement. Donc, et du coup, tous les stages, où est-ce qu'on peut retrouver, si jamais il y a des personnes là qui souhaitent faire un stage, où est-ce qu'elles peuvent retrouver toutes les dates? Alors, elles peuvent retrouver les dates sur le site lifefitrunning.com. Donc, on a aussi un groupe Facebook. On est sur Facebook, il y a 7000 membres. Donc, c'est assez facile de trouver les stages. On a des stages en octobre. On a un certain nombre de stages un peu partout. Et ok. voilà. Donc, vous êtes les bienvenus.
On y est bien reçu. Alors, toi, tu as fait le stage de niveau 1 et tu n'as pas fait le stage de niveau 2. Et il y a un stage Non. de niveau 2 qu'on fait. Alors, on fait un peu moins régulièrement. Ouais, il est souvent à Paris, celui-là, je crois, non? Voilà, il est plutôt souvent à Paris, mais je pense qu'on va maintenant le décliner en province avec les formateurs. Et donc là, justement, alors c'est intéressant parce que là, dans l'individualisation du geste, une fois que le coureur a acquis les fondamentaux, on voit comment justement il interprète ses fondamentaux. Et là, on peut plus facilement décerner ses forces et ses faiblesses. Et donc, c'est le travail qu'on fait en atelier 2. Puis, on fait une analyse plus poussée sur les niveaux vidéo. Ok, avec grand plaisir, je reviendrai pour passer mon niveau 2. Ok. Bon, merci beaucoup Solarberg pour ta présence. Et puis, je crois qu'on a été assez clair et assez complet parce que je vois des commentaires, des remerciements. Des gens sont contents. Il y a donc c'est super. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Et du coup, je mettrai tous les liens d'où vous pouvez retrouver Solarberg dans la description de la vidéo sur YouTube ou sur Facebook, peu importe. La vidéo sera tout de suite disponible en replay. Voilà, écoute, merci Solarberg, bonne soirée, puis on se dit à bientôt. Pour les spectateurs, on se dit à mercredi prochain, et puis Solarberg, à bientôt pour un prochain stage. Ok, allez, merci. Merci beaucoup de ton invitation. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.